Bonjour et bienvenue pour cette première édition de Fake News et Fumisterie. Nous mettons notre vigilance au service de vos intérêts. Nous démystifions la novlangue de nos élites. Nous mettons en pleine lumière leurs mensonges. Nous remettons les pendules à l'heure. Nous allons commencer avec le mensonge rugissant d'un François de Rugy, qui arrive sur les plateaux télé en se prétendant blanchi. Nous enchaînerons ensuite avec la prétendue générosité du régime d'indemnisation des cadres que nous inflige Madame Pénicaud pour mieux vous spolier. Puis nous enchaînerons avec Madame Lagarde qui va intégrer la BCE et qui constitue peut-être l'illustration que dans l'élite, lorsque l'on n'a pas fait ses preuves, on obtient une promotion. Nous enchaînerons avec la loi Pacte, concoctée par M. Bruno Le Maire et dont M. Édouard Philippe fait l'apologie, mais qui n'est d'autre en fait que la feuille de route du MEDEF. Et puis nous terminerons avec la réforme des retraites que nous présente le rusé Jean-Paul Delevoye, avec un système par points qui risque de s'assimiler à une peau de chagrin. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro estival de Fake News et Fumisterie. Nous allons donc passer à la paille de fer toutes les désinformations, fake news, contre-vérités et autres enfumages. Mais on va commencer par du lourd. On va commencer par un mensonge rugissant, puisqu'il s'agit effectivement de M. Rugy, se présentant sur un plateau de télévision d'une chaîne nationale payée avec nos impôts, où il explique qu'il se présente en homme blanchi. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. Blanchi d'avoir organisé des dîners aux frais du contribuable, dîners professionnels, sauf peut-être effectivement ce petit tête-à-tête intime de la Saint-Valentin avec pétales de rose et champagne grand cru. Mais pour ces dîners qui n'auraient pas été totalement professionnels, il n'a été qu'épinglé. Épinglé par qui ? Eh bien, par le déontologue de l'Assemblée nationale, quelqu'un qu'il a lui-même nommé. Oui, et cet obligé a effectivement blanchi François de Rugy. Alors là, c'est un petit peu comme Chevalier blanchissant Las Palais ou Arsène blanchissant Lupin. Douter de la probité et de l'objectivité du déontologue, c'est quelque chose qui ne se fait pas, nous explique M. Christophe Barbier. En effet, ce personnage est payé 18 000 € par mois, ce qui signifie qu'à ce tarif, il ne peut être qu'objectif. Et s'il a donc, après enquête, validé les excuses de M. de Rugy, eh bien, on ne saurait remettre sa parole en doute. Je referme cette première parenthèse pour en ouvrir une seconde, qui elle est beaucoup plus critique pour M. de Rugy. Il n'est pas du tout blanchi du soupçon de malversation financière, puisqu'il s'est servi de cette disposition qui permet de déduire de ses impôts une souscription à une œuvre de charité, d'utilité publique ou politique. Il faut se souvenir que les indemnités de M. de Rugy ne sont déjà pas fiscalisées. Autrement dit, ce qu'il a pu, quelque part, économiser en payant son adhésion à son propre parti avec de l'argent qu'il défiscalise, eh bien, ça lui a permis de le déduire d'autres revenus. Bravo, belle manœuvre, sauf que là, à peu près tous les experts et le questeur de l'Assemblée sont formels, c'est complètement illégal. De cela, M. Rugy se prétend également blanchi.
Et puis alors, comme oie blanche, écologique, alors là, il nous époustoufle, puisque prenant le train pour Nantes avec un aréopage de journalistes, il a omis de dire que pendant ce temps-là, son chauffeur suivait le train en direction de Nantes par l'autoroute A10 pour aller le récupérer à la gare de Nantes, parce que franchement, la discussion des chauffeurs de taxi locaux, ça ne vaut pas celui évidemment de son chauffeur personnel. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux. Madame Pénicaud nous apprend que le régime d'indemnisation des cadres est généreux. Il y a une contradiction comme ça en préparant cet Et on va entretien. garder le système quand même dans les 25% les plus Généreux. protecteurs. Donc ça reste généreux, malgré cette réforme qui doit faire 3 milliards d'euros d'économies. Notre système d'indemnisation du chômage reste généreux. Sur les cadres, c'est tout à fait le cas et c'est reconnu de façon unanime. Vous savez, la plupart des pays voisins, le maximum d'indemnisation, c'est 2 ou 3 000 euros, pas 6 600 net. Ah, le gouvernement, ça, il s'y connaît en générosité. Un gouvernement qui réduit les APL, qui augmente la CSG, qui va réduire la durée d'indemnisation, ou plutôt réduire au bout de 7 mois le niveau d'indemnisation justement des cadres, ça, on peut dire qu'il parle en connaisseur. Alors, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Le régime des cadres n'est absolument pas en déficit, il est même en gros excédent. Autrement dit, les cadres versent beaucoup plus chaque mois qu'ils n'en reçoivent si jamais ils se retrouvent au chômage. Un régime d'ailleurs tellement excédentaire que le gouvernement pioche allègrement dedans, tenez par exemple pour financer les salariés de Pôle emploi et d'autres dépenses courantes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la caisse des cadres. En ce qui concerne la générosité, cela signifierait que la solidarité nationale ferait une fleur aux cadres. Non, les cadres sont justement ceux qui cotisent le plus et qui reçoivent le moins. Alors, de quel côté se situe la générosité ? Mais bon, on est dans une logique comptable de réduction des dépenses de l'État. On considère qu'indemniser un cadre en est une. Alors, au bout de 7 mois, l'indemnisation sera réduite de 30%. Bigre. Alors, le chômage des cadres. En moyenne, après une perte d'emploi, il faut compter entre 9 et 12 mois pour retrouver un boulot. On va dire un boulot comparable, un boulot décent. C'est assez facile à comprendre. Rien qu'en région parisienne, et ce bassin d'emploi compte 12 millions de personnes, il y a aujourd'hui 675 000 cadres au chômage et il y en a plus de 450 000 au-delà de 45 ans. Le nombre d'emplois disponibles aujourd'hui en agrégeant toutes les données de Pôle emploi, de LinkedIn, Monster, Le Bon Coin et d'autres filières, ça nous donne 75 000 emplois disponibles aujourd'hui. Vous comprenez que face à un ratio de 9 demandeurs d'emploi pour un poste disponible, il faille effectivement un certain temps pour retrouver du boulot. Alors, il y a aussi cet argument. Un cadre ayant souvent des formations et diplômes qui le rendent très employable retrouve plus facilement de l'emploi qu'un salarié n'ayant pas un niveau extrêmement élevé. Alors si on réduit les indemnités parce que quelqu'un est plus susceptible de retrouver un emploi, alors à ce moment-là, étendons cette logique. Par exemple, à quelqu'un qui se fait une fracture. S'il est jeune, il va sédimenter plus vite. Si c'est une personne âgée, ça prendra plus de temps. Eh bien, réduisons les remboursements aux personnes jeunes qui vont guérir plus vite.
peut également considérer que quelqu'un qui est plutôt bien de sa personne retrouvera plus facilement un emploi commercial que quelqu'un qui serait un petit peu disgracié. Eh bien, c'est pareil. Si on peut considérer qu'une personne est belle, à ce moment-là, réduisons aussi son indemnisation chômage au nom de son employabilité. En fait, tout cela reflète une logique absolument nauséabonde. Et en ce qui concerne la générosité est toujours du même côté, c'est-à-dire pour les membres du gouvernement et jamais pour les électeurs. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux. Suite aux élections européennes et au remaniement du casting à la tête des élites européennes, nous avons donc maintenant une présidente de l'Europe et nous aurons également une présidente de la BCE. La BCE qui se félicite de l'enrichissement d'une précieuse recrue, Christine Lagarde, la bonne personne qu'il fallait au bon moment pour remplacer Mario Draghi. Elle est de tous les sommets, de toutes les tables rondes. Et chacune de ses interventions est une leçon d'économie. Au milieu des costumes, Christine Lagarde a parfois dû jouer des coudes pour se faire une place. J'espère que ce podium en particulier n'est pas exclusivement réservé aux femmes, car il ne serait pas très bien utilisé aujourd'hui. En 8 ans à la tête du Fonds monétaire international, Christine Lagarde est devenue l'une des femmes les plus influentes et les plus puissantes de la planète. Alors, Madame Lagarde a certes fait carrière, en grande partie, comme avocate, et puis au gouvernement Sarkozy, comme ministre des Finances, où elle était censée apporter au président, avec lequel elle entretenait des liens d'amitié qu'elle n'a jamais dissimulés, elle lui apportait son carnet d'adresses, notamment sur les milieux d'affaires new-yorkais et en partie de la City. Malheureusement est arrivée la crise des subprimes, à laquelle elle n'était pas préparée, ni ne disposait vraiment de compétences pour solutionner le problème. Mais elle a quand même tenu 3 ans à son poste avant d'être promue au FMI. Et là, elle y arrive en pleine crise grecque, pour laquelle elle n'avait pas non plus de vraies compétences, mais on considérait à l'époque que son entre-gens, sa diplomatie, ferait merveille. En réalité, l'affaire grecque a été prise en main par la Troïka, par Bruxelles, par la BCE, et Madame Lagarde s'est contentée de demander qu'on ne se montre pas trop sévère avec les Grecs, au moins il faut lui reconnaître ça. Madame Lagarde aujourd'hui va accéder à la BCE, donc là on peut dire qu'on est vraiment dans le sein des seins et au cœur du réacteur économique. En a-t-elle vraiment les compétences ? Personne n'a vraiment la réponse aujourd'hui, mais on loue, là encore, ses compétences diplomatiques. Alors moi, je vais comme vous faire un petit clin d'œil. Madame Lagarde est nommée au ministère des Finances par Nicolas Sarkozy, quelques mois seulement avant la crise des subprimes. Puis, elle est promue au FMI, et là lui tombe dessus la crise grecque. Maintenant qu'elle arrive à la BCE, qu'est-ce qui va lui tomber dessus ? Je ne veux pas lui porter malheur, mais j'espère que si un pataquès, cette fois-ci, elle sera vraiment à la hauteur. Parce que lors de la crise des subprimes, moi je me rappelle de cette déclaration,
C'était des déclarations lénifiantes. Durant tout l'été 2008, elle n'a cessé de répéter que la crise des subprimes était un épiphénomène qui était cantonné et dont on se sortirait sans dommage. Et elle a réitéré cela à de nombreuses reprises. Alors à l'époque, ce n'était pas, à mon avis, une fake news, c'était probablement de l'inconscience. Mais là, aujourd'hui, si une crise approche et qu'elle nous dit que tout va bien, cette fois-ci, avec les années passées à la tête des grandes institutions, là, ça sera plutôt de la mauvaise foi. Et puis, je termine par une petite remarque personnelle. Quand vous êtes à un poste et que vous êtes incompétent, et que vous êtes issu des filières de formation, on va dire qui ne sont pas celles des élites de la République, eh bien, quand on vous assigne des objectifs inatteignables et que vous ne les atteignez pas, vous vous retrouvez à Pôle emploi. Quand vous êtes dans le sein des saints du sérail, quand vous n'êtes pas compétent, on vous offre une promotion. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux. Alléluia! La loi Pacte est sur les rails. Conçue par Bruno Le Maire, c'est M. Édouard Philippe qui se charge d'en faire l'apologie en qualifiant donc ce package de pas décisif et favorable aux salariés. Pacte, c'est une avancée considérable parce que ça lève toutes sortes de freins qui empêchent nos PME de grandir, que ça va permettre la création d'emplois supplémentaires dans ces entreprises. Les salariés vont pouvoir être mieux rémunérés grâce à l'intéressement et à la participation. Avec Pacte, nous disons très clairement, l'entreprise, elle doit être profitable, mais elle doit aussi s'interroger sur les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors c'est un projet en 8 points, je ne vais pas vous les infliger. Je vais essayer quand même de revenir sur les points principaux. L'un des objets de la loi Pacte est de fluidifier et d'améliorer les relations entre les salariés et la direction. Pour cela, on va donc refondre un petit peu la façon de négocier. Par exemple, dans une entreprise, il ne sera plus, par exemple, plus nécessaire que dans le cadre des négociations, on ait obligatoirement la mise en place d'un système d'intéressement. Je ne sais pas trop en quoi ne plus intéresser systématiquement les salariés peut constituer une avancée. Mais en imaginant qu'on ait quand même convenu de ce petit minimum d'incentive, eh bien, sachez également que cet intéressement ne pourra plus être aujourd'hui supérieur à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Très limitatif tout de même. Et puis, en ce qui concerne les bonus que l'on peut accorder à un salarié, eh bien, ils ne pourront plus dépasser le montant de l'intéressement, lui-même plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, alors que le système des bonus permettait quand même de récompenser, d'inciter les uns sans frustrer les autres qui avaient quand même droit au minimum d'intéressement. Alors, ces deux aspects, déjà, je ne vois pas très bien en quoi ils peuvent être considérés comme favorables aux salariés. Mais passons au point suivant. La loi Pacte prévoit également que le franchissement du seuil des 50 salariés ne déclenchera plus nécessairement la mise en place d'un comité d'entreprise, du CHSCT, autant de lourdeurs administratives qui rebutaient nombre de patrons qui créaient ainsi filiales et autres filiales pour ne jamais franchir le seuil des 49. C'est bien connu, c'est malin, mais là encore, ça oblige à de nouvelles démarches puisqu'il faut créer d'autres entités qui permettent de ne jamais dépasser le seuil. Donc,
Aujourd'hui, la loi Pacte prévoit que l'on fera une moyenne du nombre de salariés durant une période de 5 ans et que si cette moyenne s'avère effectivement supérieure à 50, alors le patron aura obligation de mettre en place le CE. Bien entendu, sans CE, les salariés sont beaucoup moins écoutés et ont évidemment beaucoup moins de poids dans les décisions des entreprises. Enfin, la loi Pacte prévoit plus de transparence. Ah, quelle transparence! Jusqu'à présent, seules les entreprises de plus de 200 salariés faisaient obligation à la direction de déclarer leur rémunération. La direction, les cadres dirigeants, ce qui se fait dans pratiquement tous les autres pays d'Europe et sans même qu'on atteigne les 200. Alors, pourquoi M. Le Maire a-t-il prévu que l'on passe à 250 salariés? Mais tout simplement parce que quand vous regardez la pyramide des entreprises en France, vous en avez près de 3 millions, dont on va dire pratiquement 2 millions d'auto-entrepreneurs ou artisans. Quand on arrive vers le haut de la pyramide et vers le goulot d'étranglement du sablier, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, entre 200 et 250, ça signifie tout simplement que la moitié des dirigeants des entreprises du haut de la pyramide n'auront plus l'obligation de faire état de leur rémunération. Alors, en réalité, ce n'est pas une opération de transparence, c'est tout simplement une mise en œuvre de la feuille de route du MEDEF. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux. Tant de gouvernements ont battu en retraite. Eh bien, pas le gouvernement Macron, oui. La réforme des retraites va voir le jour. Le haut-commissaire aux retraites, M. Jean-Paul Delevoye, propose l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans avec un système de décote sur les points. Phrase avec des tas de mots très faciles à comprendre. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus subtiles. M. Delevoye l'est d'ailleurs subtil. Il est compétent et il est malin. Et pour essayer de rassurer tout le monde, il nous présente des cas qui englobe, on va dire, des profils très courants de salariés, gagnant entre 2 et 4 000 euros, et qui, d'après ses calculs, seront favorisés par le nouveau système, avec à la sortie entre 15 et 40 euros de plus. Alors, ce n'est pas mirobolant, mais ça vaut mieux que d'avoir perdu de l'argent. Sauf que là, oups, dans les calculs de M. Delevoye, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. La première, c'est que dans l'exemple où il nous démontre que la retraite est plus généreuse, en fait, il oublie de préciser que la durée de cotisation n'a pas été de 43, mais de 44,3. Si on revient à 43, nos salariés ont perdu de l'argent. Ce qu'il ne nous dit pas non plus, et parce que ça a l'air implicite, c'est que ça a été une carrière linéaire où les gens ont travaillé 43 ans ou 44,3 dans la nouvelle mouture. Sauf que trouvez-nous aujourd'hui des carrières linéaires de 44,3 années et trimestres. Ça n'existe pas, naturellement, sauf chez les fonctionnaires. Ah bah justement, la retraite prétend être plus juste, parce que jusqu'à présent, les fonctionnaires avaient réussi à négocier des régimes spéciaux et qui étaient effectivement spécialement avantageux pour eux. En fait, le régime des retraites, et comme dans beaucoup d'autres domaines, les avantages que vous obtenez ne sont proportionnels qu'à votre capacité de nuisante ou votre proximité avec un ministre. Donc là, on va essayer de rétablir la justice entre le secteur public et le secteur privé. Sauf que justement,
entre le secteur privé et le secteur public, il y a une grande différence. C'est que dans une carrière dans le privé, il n'y a aucune garantie d'emploi, aucune garantie de linéarité de carrière. Et en plus de ça, la nouvelle formule, la nouvelle réforme des retraites, elle va calculer la valeur du point, j'y reviendrai dans quelques instants, sur la totalité de la carrière. Alors si c'est la carrière d'un fonctionnaire, tout va bien, progression régulière, linéaire, alors que dans le privé, souvent les débuts sont un petit peu difficiles. On sait qu'aujourd'hui, même les cadres ne sont pas à l'abri de périodes de chômage, qu'il faut souvent, comme je l'ai déjà expliqué, entre 9 et 12 mois pour retrouver un emploi. Et puis alors, passé 55 ans et jusqu'à 64, aujourd'hui, le taux de salariés seniors employés dépasse à peine les 50%, et on tombe largement en deçà de ce seuil, au-delà de 60 ans. Alors, qu'est-ce que vaudra la cotisation d'un senior au chômage entre, mettons, 60 et 64 ans? Par rapport à un fonctionnaire, évidemment, le système demeurera extrêmement injuste. Et puis, il y a le dernier point sur lequel M. Delevoye, je ne vais pas dire qu'il nous enfume, mais il maintient un grand voile de fumée, c'est la valeur du point. Qu'est-ce qu'un point? Eh bien, le point, ça sera une péréquation entre votre profil de carrière et ce qu'il y a dans le pot et que l'on peut distribuer. S'il y a plus d'allocataires et moins de cotisants, vous comprenez bien que le pot se vide et qu'on ne peut plus distribuer autant. Ça, tout le monde a compris la problématique de la pyramide des âges. Mais il y a pire, c'est que la valeur du point, en plus d'apparaître fondante par essence, on ne peut aujourd'hui que la comparer au versement d'une retraite dans une devise étrangère. Alors si c'est du franc suisse ou de la couronne norvégienne, vous seriez bien loti. Mais le problème, c'est que dans un monde d'endettement où la France est au-delà et bien au-delà des 100% d'endettement officiel, eh bien, on va dire que tous les budgets fondent comme des pots de chagrin. Et le point risque d'en faire autant. Oui, un point pot de chagrin, un petit peu comme si on vous versait une retraite en livres turcs ou en pesos argentins.